Bonjour à tous, c'est Augustin du site monindépendancefinancière.net. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le résumé d'un livre qui s'appelle Amazon, la boutique à tout vendre de Brad Stone. Avec ce résumé, vous allez découvrir comment est née Amazon, une société qui est pionnière dans l'e-commerce et qui est aujourd'hui capable de vendre tout ce qui peut être vendu. Cette ascension est aussi celle de son créateur, Jeff Bezos, un génie qui a su surfer sur la révolution qui a constitué l'essor d'Internet. Vous allez apprendre également que Jeff Bezos a su très tôt comprendre le potentiel d'Internet, qu'Amazon s'est développé à une vitesse vertigineuse sur une idée simple, vendre des livres sur Internet, qu'Amazon a su faire face au vent contraire après l'éclatement de la bulle Internet, que la philosophie commerciale de Jeff Bezos, ses relations avec ses clients, ses partenaires, ses concurrents et ses employés, s'articule autour d'une idée, le client avant tout. C'est en s'appuyant sur les témoignages de ses proches et de ses collaborateurs que l'auteur tente de décrypter l'histoire de la société Amazon et de sa croissance, indissociable de la personnalité de son créateur. Avec l'appui de Bezos lui-même, qu'il a également interviewé, il retrace la vision d'un génie du commerce qui a su créer une entreprise considérée comme l'une des plus grandes réussites de ces dernières années. Jeff Bezos comprend très vite la révolution que constitue Internet et se tourne vers ce qui lui paraît le plus propice à la vente en ligne, les livres. Jeff Bezos commence sa carrière dans la société Desco, une firme financière dirigée par David Shaw. Il retire de cette expérience les qualités qui le caractériseront par la suite en tant que dirigeant. Il y développe notamment une précision dans le travail, une discipline, un esprit d'analyse loin des sentiers battus et des techniques de management originales. Il en retient également des modes de recrutement qui sortent de l'ordinaire, ouverts à des non-spécialistes et à des têtes pensantes généralistes venus de tous horizons. C'est aussi chez Desco qu'il rencontre Mackenzie Tuttle, celle qui deviendra sa femme et qui participera activement à la création et au début d'Amazon. Jeff Bezos et David Shaw ont un certain nombre de points communs, mais ils comprennent surtout très vite l'impact potentiel d'Internet. Dans un premier temps, Bezos étudie le produit qui serait le plus propice au développement d'un système de vente par Internet, et c'est le livre qui lui paraît le plus pertinent. C'est ainsi à tel que Jeff Bezos décide d'implanter sa société pour deux raisons. Tout d'abord pour des raisons économiques parce que les taxes locales y sont peu élevées. Ensuite parce que la ville abrite des sociétés à la pointe de la technologie comme Microsoft et que l'université de Washington, assez proche, permet d'espérer recruter facilement de jeunes diplômés. La première gageure pour Jeff Bezos est de trouver les financements nécessaires au lancement de son projet. Pour cela, Bezos met à contribution son entourage. Ses parents, son premier employé, Shel Caffan, un programmeur venu de Californie, et même son épouse, qui prend en charge la comptabilité. Puis il organise ses premières réunions d'investisseurs potentiels. Enfin, restait à trouver le nom. Après quelques tâtonnements, c'est Amazon qui est choisi. Le nom est déposé en 1994. Comme le fleuve du même nom, l'un des plus grands du monde, Amazon doit devenir la plus grande librairie du monde. Sûr de la pertinence de son idée, Jeff Bezos entame sa course vers le projet d'un magasin universel capable de vendre de tout sur Internet. Les premières commandes se font auprès d'une clientèle essentiellement axée sur des thématiques spécialisées, manuels d'informatique, bandes dessinées, livres de sexologie, instruments de musique anciens, etc. Rapidement, les commandes se multiplient, se diversifient et il devient nécessaire d'embaucher. Jeff Bezos montre qu'il n'a pas en tête de vendre seulement des livres. Le modèle ayant montré qu'il était viable, il souhaite élargir l'offre à d'autres produits. La société se développe et propose rapidement de la musique, des films, des jouets ou de l'électronique. C'est la course pour trouver de nouveaux capitaux, ce qui se révèle relativement aisé dans cette période de frénésie autour de tout ce qui touche Internet. En 1996, les ventes génèrent 16 millions de dollars et en 1997, c'est l'introduction en bourse. Dans les années qui suivent, l'expansion est phénoménale. Le chiffre d'affaires passe de 326 millions de dollars en 1998 à 1,25 milliard de dollars en 1999. La période des fêtes de 1999 représente une apogée pour la société. L'activité connaît une hausse de 95% par rapport à la saison précédente. Cette période est marquée par un investissement sans limite des employés qui travaillent d'arrache-pied pour honorer les commandes. Dans sa lancée, la société absorbe beaucoup de start-up afin de récupérer leurs idées, leurs cadres et leur savoir-faire. Pourtant, l'intégration dans la société de Jeff Bezos, qui a des exigences très élevées vis-à-vis de ses collaborateurs, ne se passe pas toujours bien et beaucoup de cadres finissent par quitter la société. À la veille de l'an 2000, des signaux d'alarme montrent que la situation n'est pas aussi favorable qu'elle n'y paraît. La société connaît des pertes liées au stock trop important, à des vols, à des problèmes de management. Par ailleurs, le cours de l'action entame une baisse.
Wall Street commence à se montrer sensible aux analyses alarmistes qui prévoient un éclatement de la bulle Internet. Des actions ciblées, concrètes et une véritable chasse au gaspillage ont permis à Amazon de résister à l'éclatement de la bulle Internet. Les années 2000 et 2001 correspondent à l'éclatement de la bulle Internet dont la situation est aggravée par les attentats du 11 septembre. L'action d'Amazon connaît alors une chute continue pendant 21 mois. Pour faire face à la tourmente, beaucoup de startups fusionnent, les autres disparaissent. Les investisseurs comme le grand public manifestent alors le même rejet de Jeff Bezos et de ses méthodes. Pourtant, Amazon arrive à se maintenir dans la tempête, notamment parce que Jeff Bezos réagit rapidement par des actions ciblées et concrètes. Ainsi, il se tourne très vite vers des investisseurs européens afin de constituer un coussin de trésorerie. Il parvient ainsi à lever 1 milliard de dollars. Il met également en place une chasse au gaspillage, fait une pause dans les recrutements. Il renonce à certaines dépenses qu'il juge inutiles, parfois en désaccord avec ses collaborateurs, comme les publicités télévisées. Enfin, il n'hésite pas à lancer de nouvelles catégories de produits et à mettre en place de nouveaux partenariats, afin de devenir aussi une plateforme de distribution pour les autres. Toys R Us, la librairie Borders, AOL, et ce qui lui permet d'améliorer son bilan. L'impact de ce crash est très important chez Amazon à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans la culture de l'entreprise. Les employés avaient accepté de travailler énormément, de renoncer à des vacances, notamment durant les périodes de fêtes de fin d'année, avec l'idée qu'ils allaient faire fortune, un rêve qui s'écroule du jour au lendemain. Une certaine désillusion règne dans l'entreprise. Beaucoup d'employés partent, y compris des cadres, entre 2002 et 2004. Ensuite, du point de vue économique, avec des fournisseurs qui demandent à être payés plus rapidement. Une tournée des fournisseurs destinée à les rassurer est organisée. Enfin, de grands analystes financiers comme Ravi Surya annoncent la mort d'Amazon et conseillent aux investisseurs de l'éviter. Mais face à ces problèmes, Jeff Bezos conserve sa politique axée avant tout sur les clients et affiche une sérénité et un optimisme à toute épreuve. En janvier 2002, cette stratégie porte ses fruits. Amazon annonce son premier trimestre positif. Fin 2004, la période noire appartient au passé. La société fait travailler 9000 employés, propose de nouvelles catégories de produits comme la joaillerie, les équipements sportifs et se tourne vers de nouveaux marchés, notamment la Chine et le Japon. D'après la philosophie commerciale d'Amazon, le client est au centre de tout. Ce qui est bon pour le client est bon pour Amazon. Jeff Bezos a l'obsession du client. Pour le satisfaire, il souhaite pratiquer les prix les plus bas et réduire au maximum les délais de livraison. Cela alimente sa théorie de la boucle qui se renforce perpétuellement. Des prix bas attirent plus de visites, plus de clients, amènent une hausse des ventes et attirent davantage de monde qui souhaite vendre sur le site. Amazon peut ainsi alléger ses coûts fixes, transport, stockage et proposer des prix bas. L'idée de Jeff Bezos est qu'Amazon ne se résume pas à un détaillant. Il veut en faire un magasin universel tout en développant la notion de non-boutique. Son système n'est pas lié aux règles traditionnelles du commerce de détail. Il dispose d'un espace de stockage sans limite, il développe une relation personnalisée avec le client et il propose à la fois des produits neufs et d'occasion afin que le client puisse faire son choix. Pour arriver à ses fins, il s'appuie en permanence sur des analyses et des algorithmes pour créer une gestion optimale des stocks et des délais. Il s'entoure des meilleurs informaticiens et fait réécrire les logiciels de traitement des commandes pour passer d'un système par vague, où une seule personne en retard pour retarder toute la chaîne, à un système de gestion en continu. Il est également perpétuellement en quête de nouvelles théories de l'organisation pour rationaliser les coûts et les délais. En 2002, il invente les équipes à 2 pizzas. Ce sont des groupes autonomes de moins de 10 personnes qui peuvent être nourris de 2 pizzas si elles restent tard. Chaque groupe doit aussi produire sa propre équation d'aptitude pour pouvoir s'auto-évaluer. Ce système trop compliqué a été abandonné. Jeff Bezos diversifie également en permanence les propositions que peut faire la société aux clients en attaquant ses concurrents sur leur propre secteur avec plus ou moins de succès. Ainsi, entre 2003 et 2005, il lance son propre moteur de recherche, mais qui restera très inférieur à Google, ou tente de concurrencer eBay sur le secteur des produits d'occasion. Pourtant, il sait parfois laisser les rênes à ceux qui savent faire. Quand en 2003 il se lance dans la joaillerie, il laisse des commerçants plus expérimentés vendre sur Amazon. Dans le même esprit, il crée Marketplace. Des vendeurs tiers peuvent vendre sur le site d'Amazon et la société perçoit une commission sur les ventes. Si cette situation fonctionne, Amazon peut reprendre la vente de ce produit à son compte sur son site. Un développement aussi colossal que celui d'Amazon n'a pu se faire qu'en favorisant le pragmatisme à l'empathie. Pour Jeff Bezos, le client doit être satisfait au détriment de la satisfaction de ses fournisseurs, de ses partenaires ou de ses employés. C'est pourquoi son image est souvent déplorable et ses méthodes contestées. Les employés se plaignent d'un rythme de travail effréné qui est celui de Bezos et qu'il impose à ses salariés.
Beaucoup quittent la société pour retrouver une vie de famille. En témoigne l'attitude de l'entreprise à l'égard des ouvriers à faible revenu, indispensables mais souvent intérimaires, qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Considérés comme des voleurs potentiels, ils sont surveillés par des caméras et des vigiles. Ils sont soumis à un système de points négatifs distribués en cas d'absence, de maladie ou de retard. Au bout de 6 points, ils sont licenciés. Aucun syndicat n'est toléré chez Amazon, et la peur de perdre son travail ne pousse pas les employés à en constituer un. C'est la canicule de 2011 qui a fait le plus de mal à l'image d'Amazon. Une simple pause de 5 minutes supplémentaires est alors accordée aux ouvriers lorsque la température dépasse 38 degrés dans les entrepôts qui ne sont pas climatisés. Des ambulanciers à l'extérieur se tiennent prêts pour traiter les personnes qui ne se sentent pas bien à cause de la chaleur. Après que les médias se soient saisis de l'affaire, l'image d'Amazon a été durablement ternie et tous les locaux ont fini par être équipés de climatiseurs. Les employés sont considérés comme des ressources jetables et les décisions de Bezos sont toujours rationnelles mais sans empathie lorsqu'il faut se séparer d'employés, même si ce sont des collaborateurs proches. Ils demandent un dévouement sans faille. À l'image d'autres chefs d'entreprise qui ont fait fortune comme Steve Jobs ou Bill Gates, il est capable de colère mémorable et de s'en prendre de manière très virulente à un collaborateur. La culture de l'entreprise veut que l'évaluation soit constante et que la rémunération y soit étroitement liée, ce qui amène chacun à vivre dans une peur permanente. Les managers se doivent de faire évoluer les meilleurs et de se débarrasser des moins bons. Les partenaires d'Amazon doivent se plier aux exigences du génie arrogant de la vente en ligne. Amazon impose ses règles aussi bien à ses partenaires qu'à ses concurrents. Ainsi, Jeff Bezos dépose le brevet du paiement en un clic, qui oblige ses concurrents à rajouter une étape de paiement et avoir des délais plus longs. Lors du lancement du Kindle en 2007, la tablette de lecture, la philosophie d'Amazon s'exprime pleinement, mais pas sous son meilleur jour. Jouant de sa position de leader, Amazon peut se permettre de ne pas travailler avec les maisons d'édition qui ne se plient pas à ses exigences. Ainsi, les éditions Hachette sont exclues du site. Par ailleurs, Amazon n'hésite pas à user d'un comportement agressif envers ses partenaires. En 2007, il est demandé à tous les éditeurs de numériser tout leur catalogue. En cas de refus, ils sont menacés de voir leurs livres sortir du système de recommandation d'Amazon, ce qui peut faire chuter leur vente de 40%. Le prix du livre numérique est arbitrairement fixé à 9,99$ sans que les éditeurs en aient été avertis. Amazon a également mis en place un système de classement des éditeurs en fonction de leur dépendance par rapport au site, afin de pouvoir négocier de façon avantageuse avec les plus exposés. Enfin, Jeff Bezos, dans une vision à long terme, se montre toujours capable de perdre de l'argent tout de suite pour mieux en gagner plus tard. Ainsi, lorsqu'il souhaite se lancer sur le marché de la vente de chaussures, il s'intéresse à la société Zappos. Mais les négociations pour le rachat de cette enseigne n'aboutissent pas. Il lance alors un site de vente de chaussures, endless.com, qui propose une livraison le lendemain et un retour gratuit. Les ventes ne décollent pas, mais cette stratégie fait suffisamment de mal à Zappos pour qu'il puisse racheter la société lors de la crise de 2008. Le premier concurrent qui effraie vraiment Jeff Bezos est eBay. La société n'a pas de frais de stockage ni de livraison puisque ce sont des particuliers qui vendent des produits entre eux. Mais même eBay est en perte de vitesse à partir de 2007. Contrairement à Amazon qui cherche toujours à s'améliorer, la plateforme a peu évolué depuis son lancement. Amazon Premium, le Kindle, l'AWS, etc. La stratégie de Jeff Bezos est aussi d'être inventif et toujours en avance sur ses concurrents. Jeff Bezos est toujours à l'affût de nouveaux projets ou produits pour développer Amazon et certaines de ces innovations vont grandement participer à la réussite de la société. Comme il ne se contente jamais de ce qui existe, il est toujours à la recherche de nouveaux algorithmes pour calculer la manière la moins coûteuse et la plus rapide de livrer le client. Il sollicite une réécriture régulière des logiciels pour améliorer les performances. En 2004, l'un de ses collaborateurs, Charlie Ward, lui fait remarquer que les délais de livraison très rapides n'intéressent pas forcément tous les clients. Il lui soumet l'idée d'un club pour des clients privilégiés et intéressés par ces livraisons express. En payant un abonnement mensuel, le client a la garantie de livraison gratuite en un jour. C'est la naissance d'Amazon Premium qui participe encore aujourd'hui à la bonne santé de l'entreprise. Autre produit particulièrement innovant, l'AWS, Amazon Web Service. Ce service est né du besoin des ingénieurs et développeurs d'Amazon qui n'arrivaient pas à tester leurs projets par manque de ressources informatiques. L'idée est de faire tourner n'importe quelle application sur les serveurs d'Amazon à partir de l'extérieur. Ainsi, un étudiant dans sa chambre universitaire a accès à la même infrastructure que s'il travaillait dans une grande société. Le système est conçu avec un paiement à l'utilisation comme pour l'électricité. Le projet lancé en 2006 a remporté un certain succès et a aussi contribué à redorer l'image d'Amazon. Parmi les projets innovants d'Amazon, on ne peut manquer de citer le Kindle. En 2004, la société Nouveau Média
présente à Jeff Bezos un modèle de livre numérique. L'accord ne se fait finalement pas, mais Bezos garde l'idée de pouvoir lire des livres sur une tablette sans fil, qui pourrait se recharger aussi facilement qu'un portable et qui donnerait accès à une bibliothèque numérique illimitée. En 2004, Apple détient le leadership sur les médias numériques, notamment avec iTunes. Or, la vente de livres, de musique et de films représente 74% des revenus d'Amazon. Bezos veut prendre d'assaut le marché de l'e-book comme Apple l'a fait avec la musique. Il présente le Kindle en 2006 aux éditeurs et le produit sort en 2007. Les stocks sont rapidement épuisés, c'est un succès. En 2009, Amazon détient 90% du marché de la lecture numérique. Le management selon Jeff Bezos se définit par la culture du conflit. Jeff Bezos apparaît comme un personnage extrêmement sûr de lui, persuadé de détenir la vérité, avec une vision à long terme et qui ne connaît pas de limites. Il est en lutte permanente contre ce qui semble acquis, remet toujours tout en question pour améliorer le processus et se bat contre la pensée unique. Il attend de ses collaborateurs qu'ils soient capables de lui faire des propositions qui le surprennent et l'intéressent. Contrairement à ce que laisse parfois penser l'image d'Amazon, Jeff Bezos est très attentif à la manière dont est considérée sa société. Il défend ses méthodes en se plaçant toujours du côté du profit pour le client et aime être considéré comme un explorateur inventif plutôt que comme un exploiteur. Cette philosophie qui place le client au centre de l'organisation justifie une attention constante portée aux avis des clients. Une simple remarque ou anecdote peut amener à changer toute une procédure. Par ailleurs, s'il manœuvre pour échapper à l'impôt et affiche un mépris certain pour les politiques de prix des fabricants, c'est pour servir l'intérêt du client qui peut ainsi bénéficier des prix les plus bas. Du point de vue managérial, il préfère voir les personnes se battre entre eux pour donner le meilleur d'eux-mêmes, au lieu de favoriser la cohésion sociale et le consensus au sein de l'entreprise. Il développe une certaine culture du conflit entre lui-même et ses collaborateurs, mais il la favorise également entre ses collaborateurs. Il édicte des règles très strictes. Il a interdit les présentations sur Excel ou PowerPoint. Pour favoriser l'approfondissement de la pensée, il exige que tous les projets soient présentés sous forme de texte de 6 pages maximum. Il sait saisir toutes les opportunités. D'une certaine manière, la crise de 2008 est apparue comme une bénédiction pour Amazon, qui a ainsi pu racheter plusieurs concurrents. Le système d'Amazon connaît aussi des limites et certains de ses partenaires osent désormais se dresser contre les méthodes de Jeff Bezos. Amazon est arrivée à un tel niveau qu'elle peut ne pas négliger le départ de ses partenaires qui ont une forte visibilité comme Dyson, Black & Decker ou Sony qui ont retiré certains de leurs produits. Jeff Bezos considère que les entreprises qui quittent Amazon finissent par y revenir, attirées par ses 200 millions de clients actifs, et cela se vérifie jusqu'en Europe. Ainsi, les couteaux et rasoirs de Soligen, Allemagne, ont souffert des pratiques commerciales d'Amazon. Les ventes sur le site s'effectuaient en dessous du prix plancher qui avait été convenu avec la société allemande. Durant 3 ans, ces produits ont été retirés du site, mais ils sont revenus en 2009. Mais cette politique a aussi des limites et Amazon ne gagne pas toujours. En 2005, un procès est intenté à Amazon par Toys R Us, qui se plaint de ne pas avoir l'exclusivité de la vente de jouets sur Amazon, contrairement à ce qui était prévu. C'est Toys R Us qui gagne ce procès. De même, au début de l'année 2010, Steve Jobs lance l'iPad, une tablette numérique capable d'accueillir tous les médias disponibles, y compris les livres. Apple prend alors des contacts avec les éditeurs en indiquant qu'ils seront libres de fixer leur prix et qu'Apple prendra une commission de 30%. Pour la première fois, un autre modèle que celui imposé par Jeff Bezos et son prix unique à 9,99$ est possible et la tendance s'inverse. Certains éditeurs vont même jusqu'à faire pression sur Amazon, menaçant de lancer des livres d'abord sur Apple et de retarder le lancement sur Amazon. Un procès est intenté à Apple pour entente illicite avec les éditeurs en vue de proposer un prix plus élevé aux consommateurs. Le procès a lieu en 2012 et Apple est condamné. Un procès en appel est en cours. De même, Amazon a longtemps bénéficié d'exonérations fiscales avantageuses. Malgré les pressions et les menaces de supprimer de nombreux emplois, la société voit aujourd'hui l'ère des achats en ligne non taxés se terminer et doit intégrer cette nouvelle donnée dans ses prévisions. Conclusion. Pour Jeff Bezos, un rêve n'est pas une utopie. C'est un projet pour lequel il met tout en œuvre pour le réaliser. Il est tentant de penser qu'Amazon n'en est qu'au début de son histoire et que son créateur trouvera 1000 façons de faire encore évoluer son entreprise pour qu'elle soit capable, demain, de proposer une gamme encore plus large de produits et de services. Ce qu'il faut retenir de la lecture de ce résumé. Jeff Bezos était un enfant surdoué et déterminé, passionné par l'espace.
Jeff Bezos comprend très vite la révolution que constitue Internet et se tourne vers ce qui lui paraît le plus propice à la vente en ligne, les livres. Sûr de la pertinence de son idée, Jeff Bezos entame sa course vers le projet d'un magasin universel capable de vendre de tout sur Internet. Des actions ciblées, concrètes et une véritable chasse au gaspillage ont permis à Amazon de résister à l'éclatement de la bulle Internet. Selon la philosophie commerciale d'Amazon, le client est au centre de tout. Ce qui est bon pour le client est bon pour Amazon. Un développement aussi colossal que celui d'Amazon n'a pu se faire qu'en favorisant le pragmatisme à l'empathie. Les partenaires d'Amazon doivent se plier aux exigences du génie arrogant de la vente en ligne. Amazon Premium, le Kindle, l'AWS, etc., la stratégie de Jeff Bezos est aussi d'être inventif et toujours en avance sur ses concurrents. Le management selon Jeff Bezos se définit par la culture de conflit. Le système d'Amazon connaît aussi des limites et certains de ses partenaires osent désormais se dresser contre les méthodes de Jeff Bezos. En espérant que ce résumé vous a plu, je vous dis à la prochaine!